C'est pas parce qu'on est docteur qu'on peut nécessairement vous soigner. Pour cette 4e émission, j'ai le plaisir de recevoir Evelyne Ferron autour d'une discussion philosophique à propos des préjugés par rapport au doctorat et surtout de l'abandon de la thèse en cours de route. Bienvenue à un thé avec les docteurs. Evelyne Ferron, bonjour. Maxime Labrec, bonjour. Ça va bien? Et toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais pas ce que je fais là, ça me fait plaisir. Evelyne, en fait, on s'est connus, ça fait quoi? Ça fait 12 ans peut-être, au Musée de la Civilisation à l'époque. Une époque où tu étais à l'Université Laval, Oui. n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu étais doctorante à l'époque. Quand on s'est connus, Ouais. j'avais pas fait mes examens encore. Ah, c'est ça, c'est Non, ça. Donc, j'étais inscrite au doctorat, mais j'ai fait mes examens quand j'étais au musée. C'est ça, Ouais. c'est ça, à l'époque. Ouais. Et donc, Evelyne, tu es historienne aussi dans la base, Ouais. chroniqueuse à Radio-Canada et à plein d'autres endroits aussi. Je me promène beaucoup. Et en fait, pourquoi je voulais qu'on discute ensemble, c'est que tu as un parcours qui est assez atypique, mais surtout qui est assez fascinant. Historienne, déjà à la base, on t'associe beaucoup, moi je t'ai associé pendant longtemps à l'Égypte, mais je pense que tu touches un peu à tout. Maintenant, je aujourd'hui touche à aussi. tout, mais l'Égypte, c'est ma spécialité d'origine. Ben oui. D'antiquité. Absolument. Et l'idée, en fait, c'est que je voulais jaser avec toi, justement, du fait que tu t'es lancé dans un processus de doctorat. Très jeune. Et d'ailleurs, pourquoi cette idée à la base de commencer le doctorat? J'ai fait ma maîtrise. Moi, j'ai eu un parcours au départ où j'ai coulé. Là. J'ai pas vraiment fait de pause. Donc, j'ai vraiment fait mon bac en 3 ans. J'ai fait une maîtrise en moins de 2 ans. Je l'ai fait en pas tout à fait 1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi à peu près. Avec mémoire, dans le fond? Oui, avec mémoire. c'est ça, Oui, c'est avec ça. mémoire. C'est pour ça que je suis historienne. Quand même. Oui. Où j'avais déjà une spécialité donc sur l'Égypte, sur une région bien particulière qui est le Fayoum. Je m'étais déjà spécialisée en hydraulique, environnement désertique, etc. Puis pour le doctorat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme un peu arrivé en même temps. C'est que comme je déposais mon mémoire au mois de juillet, déposant à l'été, là, au mois de juillet, Ok. l'Université du Québec à Chicoutimi a perdu son chargé de cours en histoire ancienne. Puis il s'appressait d'avoir quelqu'un pour donner un cours de Grèce antique. Et j'ai eu l'offre. J'ai appliqué, puis je l'ai eu. Fait que voilà, je me suis dit, je vais voir si je suis faite pour l'enseignement, mais pour ça, il fallait que je m'inscrive au doc. C'est ça. Ça venait ensemble aussi. Mais j'avais le goût parce que je n'étais pas trop certaine encore d'où je voulais aller dans la vie exactement, Ouais. mais j'aimais la recherche, j'aimais vraiment ça. Je me doutais que la communication et l'enseignement, par contre, s'enlignaient pour faire partie de mon parcours, donc c'était la meilleure façon de l'essayer. Absolument. Donc, j'ai donné ma première charge de cours, ça faisait 2 semaines, j'avais 24 ans. C'est Ouais. ça. C'est pas tout le monde que j'ai commencé à enseigner très jeune, mais ça m'a convaincue par contre que j'étais capable de donner un cours de niveau universitaire. De le structurer. Puis tu sais, de me sentir solide quand même. Puis j'étais jeune et il y avait plusieurs étudiants beaucoup plus vieux que moi. Puis je veux dire, la session d'après, à l'hiver, ils m'ont donné même une charge de cours. À l'époque, c'était vraiment un bac d'expression culturelle des aînés. Ça veut dire que c'est pas comme l'université du 3e âge, ils font des travaux, ils ont des notes, ils ont un diplôme. Fait que je me suis retrouvée vraiment avec du monde de 50 ans et plus, j'avais 24 ans, à enseigner l'histoire ancienne. Fait que voilà, je suis entrée comme ça dans l'enseignement universitaire, j'ai réalisé que ça marchait. Ma directrice de mémoire avait une chaire de recherche aussi, donc il y avait des possibilités de chercher des bourses pour voir si ça m'intéressait. C'est sûr que le projet que j'avais en tête pour le doctorat, je ne pouvais pas le réaliser à cause de sa chaire. Donc il fallait qu'il y ait un angle plus environnemental que ce que j'aurais voulu. Ça, c'est une réalité aussi des fois de Ouais. dire que, OK, parce que t'as peut-être un sujet, une idée au début, puis finalement c'est comme, ah non, tu dois fitter quand même dans un cadre. Ça, c'est intéressant. Est-ce que t'es parti un peu, tu dis, je pars avec une prise en faisant ça, ou au contraire, t'as dit, je peux quand même twister ça puis réussir à le rendre à mon avantage? J'avais déjà travaillé sur l'environnement pendant mon mémoire, puis les régions qu'on me proposait étaient intéressantes, mais je voyais le défi archéologique. C'est ça. Okay. C'est que ce qui allait rendre ma thèse, faire avancer la science, c'est que j'allais fonctionner avec les découvertes les plus récentes dans les oasis. On est dans le désert, la frontière avec la Libye. Ce qui explique aussi les problèmes que je vais vivre dans les dernières années du projet de thèse. Mais à l'époque, on ne pouvait pas se douter que l'État islamique allait arriver là-dedans. Les fouilles étaient très actives, en fait. Les universités australiennes, allemandes,
allemande, américaine, avançait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de publications de relevés papyrologiques. Fait que j'avais quand même un bon corpus de sources qui se mettait en place. Mais c'est sûr que j'allais vers quelque chose de difficile. Ouais. Je le savais. Et c'est sûr que, je veux dire, j'avais une directrice qui dirige pas. Comme beaucoup d'étudiants vont peut-être vivre, j'aurais pu faire des choix différents, sauf que moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en couple. J'avais pas envie de m'exiler parce que dans le fond, mon couple fonctionnait bien. Et là, je viens de me marier, ça veut dire ça fait que ça fonctionne au bien. mariage. Oui, j'ai fait le bon choix. Puis à l'époque, déjà, vois-tu, on commençait à être un peu fatigué de la ville, on regardait déjà pour aller peut-être dans une maison en campagne et tout ça. Donc j'avais une solidité aussi amoureuse qui m'a comme pas donné envie d'aller à Toronto. C'était dans mes plans. Si j'avais pas été en couple, je serais allée à Toronto. En anglais, tu aurais juste complètement... J'aurais vraiment fait les études du Moyen-Oriental. C'était ça le plan. Si mon couple n'avait pas duré. Mais mon couple a duré. Intéressant ça. Parce que c'est une réalité aussi des fois extérieure qui peut influencer aussi tes choix d'université. J'ai des amis qui ont fait des thèses, ça leur a pris tellement de temps, ils ont eu 2-3 enfants à travers. Bon, il y a plein de choses, moi ça c'était pas une option, mais ça marchait. Je veux dire, je me voyais pas m'exiler pour... Puis, tu sais, pourquoi pour gâcher quelque chose qui pouvait durer. C'est ça, mon couple a comme eu la précédence. J'étais capable de faire une thèse pareille. C'est juste que j'allais pas aller à Toronto, puis j'allais la faire en français, puis j'allais continuer plus dans l'angle de l'Égypte gréco-romaine, même si là, ma thèse venait à toucher à l'Égypte pharaonique, à l'Égypte perse aussi. Fait que, tu sais, le projet était super intéressant. Mais c'est ça, j'avais une directrice... Dès le départ, tout le monde me disait, tu sais, ton choix de directrice chez toi, mais c'est la seule. Si je restais à Québec, c'était le choix aussi. Fait que c'est un petit peu comment ça s'est mis en place. Puis c'est en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi aussi, je pense que j'ai toujours eu des directeurs, des directrices qui laissaient, pas absents, mais qui laissaient, c'est-à-dire qui laissaient beaucoup qui faisaient confiance déjà. Fait que je pense que ça, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Puis au-delà de ça, de se dire, OK, bon, il y a cette confiance, c'est le fun, je vais la prendre. Mais à partir de là, il faut que toi-même, tu te fasses confiance puis te dire, OK, dans quelle mesure moi je pars dans ma direction, dans quelle mesure j'ai besoin d'être dirigée aussi. Moi, elle était tellement absente qu'elle n'a pas rempli les documents pour nos examens doctoraux. On est deux à avoir été obligés de faire notre examen doctoral une session plus tard que prévu. Tiens. Parce qu'elle n'avait pas rempli sa part des documents. Alors, voilà. L'administratif. C'est ça. Il y a des situations, on était deux dans la même situation à avoir fait notre examen doctoral, finalement une session plus tard que prévu à cause de ça. Il y a ce genre d'aléa-là qui s'est présenté. Mais bon, au moins au travail, je restais dans le milieu universitaire, dans l'enseignement en plus de la recherche. Fait que, tu sais, quand j'ai fait ma première année de cours, parce qu'à Laval, on avait une année de cours seulement. Là. Tu sais, dans ce qu'on appelle le projet de doctorat en histoire, j'étais la seule qui était chargée de cours. Là. Puis qui déjà avait 2 cours derrière la cravate puis continuait. Fait que, tu sais, je voyais aussi ma différence par rapport à ça. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime être trop sur-spécialisée dans le sens où j'aime toucher large. Fait que là, je touchais à plusieurs époques, mais en plus, je touchais à la géologie, à l'hydrogéologie, au climat, à la désertification. C'est sûr que ça m'intéressait. Ça m'amenait à aller chercher quand même des éléments pas juste factuels. Fait que, oui, donc ça a fait que le projet finalement m'a motivée. Puis j'ai foncé tout le truc. Et blanche, je suis rentrée dedans. Tant mieux. Evelyne. Oui. Tu à salon vert. Ah oui, c'est vrai, tiens, de ce bord-là. Oui, parce qu'en matière de thé, je pense que tu es experte aussi. On pourrait faire une capsule juste là-dessus. Mais revenons à ton parcours plutôt atypique. Et en fait, une des raisons pourquoi je voulais que tu sois ici, c'est parce que ton parcours atypique fait en sorte que, bon, tu en as déjà parlé un petit peu déjà pendant tes études aussi, comment est-ce que c'est allé dans plein de directions parce qu'il y a des choses qui se passent, des offres d'emploi par exemple, enseignement, etc. Et à un certain point, arrive la vie, arrivent des offres et la thèse, comme ça arrive souvent, au début, ça peut être une très grande priorité, mais des fois, plus ça avance, plus il y a des choses plus payantes, plus rapides, plus urgentes qui vont se présenter. Oui. Déjà, ce qui fait qu'à un certain point, la thèse peut devenir une certaine arrière-pensée. Et il y a d'autres priorités à tout le moins. Dans ton cas, comment ça s'est passé? Oui, toujours là, mais le temps est consacré, vu que ça, c'est pas payant. Je veux dire, voilà, c'est ce qui arrive. Moi, ce qui est arrivé, je veux dire, bon, j'enseignais, charge de cours, ça va. Est arrivé par-dessus ça l'Université de Sherbrooke, qui m'a cherché aussi
aussi, fait que là, je me retrouvais avec 2 charges de cours. Il y a même une fois que je les ai fait dans la même session, une seule fois, j'ai failli... Chicoutimi, Sherbrooke. Et est arrivé le collège Mérissi, donc c'est sûr qu'on s'entend les charges de cours, à un moment donné, tu gagnes de l'ancienneté dessus, mais tu sais, au début, tu sais pas, je vais être renouvelé, pas renouvelé. Moi, ça allait bien, mes évaluations étaient bonnes, fait que bon, je savais que j'étais dans la bonne direction. Il y a une possibilité que c'est ouverte au collégial. C'est sûr que, tu sais, quand tu dis, bon, ben l'enseignement, ça semble être une voie, parce que tu penses à ta survie économique aussi. Absolument. Moi, après mes examens doctoraux... Il faut que tu passes à l'après-thèse aussi. Oui, je suis après-thèse en Égypte et tout ça. En fait, l'année où je suis allée à un colloque, après mon examen doctoral, je me suis acheté une maison. La vie a fait en sorte que non seulement mon couple durait, mais on a trouvé la maison qui correspondait, qui était au bon endroit pour nous deux, pour nos carrières. À Deschambault. À Deschambault, qui on ne peut pas laisser passer ça. Fait que c'est sûr que, là arrive une maison, arrivent des obligations financières, obligations d'un véhicule aussi, pour continuer à me déplacer, à aller à Sherbrooke, à aller à Chicoutimi. Fait que c'est sûr que l'aspect financier embarque, les considérations sont plus importantes. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que la thèse, à un moment donné, c'était toujours tout seul dans ta bulle. Quand tu commences à travailler, bon oui, j'étais au musée de la civilisation, mais quand tu évolues dans les milieux de travail, ben, tu peux des fois mettre en application aussi ce que tu fais. Ça, dans l'enseignement, c'est ce qu'il y avait d'intéressant dans l'enseignement universitaire. Donc, ça allait bien. J'ai commencé à enseigner au collégial, puis à un moment donné, les cours se sont ajoutés. Sauf que, parallèlement à tout ça, c'est ça, l'été, j'avais pas de revenus. Donc, j'étais au musée de la civilisation quand même quelques années. Et là, le coup de théâtre, en fait, qui s'est produit, c'est que... Joël Le Bigot à Radio-Canada a décidé qu'il ne faisait plus les dimanches, mais avant ça, il y avait eu Christiane Charette qui faisait une émission avant que Catherine Perrin fasse Médium Large. Et cet été-là, elle a dit « Moi, je ne fais pas l'été ». Et là, c'est Franco Novo qui a obtenu l'été, avec une émission qui allait s'appeler « Sans préliminaire ». Et Franco, tu as été témoin de tout ça. J'ai été témoin de tout ça. De cette folle histoire. Ça, c'est venu se glisser à travers tout le reste. Tu sais, gérer une maison, essayer d'avoir un bon revenu pour payer tout ça. Faire la thèse, par contre, je lâchais pas ça. J'arrêtais pas. J'ai toujours écrit. Parce que je me rappelle, des fois, des moments, tu avais un peu plus de temps. Tu dis, OK, là, cet été, c'est plus tranquille, je travaille, je me mets dessus. C'était toujours là. C'était toujours là. J'ai jamais abandonné. Mais c'est ça. C'est sûr que les considérations financières prenaient le pas. J'avais pas le choix. Mais arrive ce coup d'éclat, ce coup de théâtre imprévisible complètement, c'est que Franco revenait d'un voyage en Italie, puis pour sa première émission, la première de toutes d'ailleurs, voulait quelqu'un qui lui parle un petit peu de... Bon, c'est le scandale Berlusconi, il voulait quelqu'un qui parle un peu de politique et de scandale politique à l'époque de l'Antiquité romaine. Une idée comme ça, la recherchiste regarde l'étude du monde qui peuvent venir parler de ça. Elle passe par le département des com de l'Université de Sherbrooke qui disent, nous, en Antiquité, c'est Evelyne Ferron. On me contacte, je fais une pré-entrevue téléphonique, on aime ma voix, parce que c'est sûr que c'est toujours un enjeu, c'est pas juste sa compétence à la radio, il y a comment la voix, puis c'est pas la voix quand on se parle, c'est comment elle passe dans les voix radiophoniques. Et la recherchiste, ça fait « Oh, OK, ça c'est intéressant. » Alors, c'est arrivé. Dans le trafic, dans une histoire pas possible où j'ai couru traverser le boulevard René Lévesque. J'étais témoin. T'as fini par venir me rejoindre. C'était en quelle année déjà? 2010. 2010 déjà, mais oui. Oui, voilà, j'allais avoir 30 ans. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait cette entrevue qui se passe beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer parce que quand Joël Le Bigot annonce qu'il ne fait plus les dimanches cet été-là, j'obtiens un contrat d'un an au départ, mais j'allais avoir une chronique hebdomadaire. Au départ, sur l'histoire des petits déjeuners. Donc, déjà, là, j'allais sortir complètement de mon univers. C'est vrai. Mais au collégial, je commençais déjà à sortir de mon univers parce que je faisais de l'histoire générale, je faisais de la méthodologie. Donc, je venais de commencer déjà à sortir de l'histoire ancienne que j'enseignais à l'université. Pour ratisser plus large, Je ratissais plus large. Là, le défi, c'était de faire l'histoire des petits déjeuners. J'ai brodé quelque chose, mais j'étais très créative pendant un an. Alors, j'ai travaillé avec Franco pendant un an. Mais là, moi, dans ma tête, ça s'arrêtait là. L'émission, non seulement est renouvelée, mais Franco me garde avec, une nouvelle réalisation, douteuse. On n'en parlera pas trop, mais l'émission continue, change un petit peu de formule. Là, je me retrouve sur le 9 à 10. Et là, j'ai des chroniques beaucoup plus costaudes. Là, vraiment des chroniques d'histoire de 12 minutes. C'est comme ça que ça a commencé. Ça va être ma 8e année avec Franco. Fait que ça roule. Cet automne. Alors, cet automne, on va entamer
Notre 8e année, on est dans notre 7e, c'est quand même un peu fou quand on y pense. Fait que là, voyant que ça allait continuer, ben là, je me retrouvais dans une situation où j'avais beaucoup de contrats, beaucoup d'endroits. Oui. Mais là, au collège, je commençais à avoir plus de charges de cours. Quand ça se renouvelle aussi, effectivement, à un certain point, tu veux pas dire non, c'est un très bel environnement. Tu veux pas perdre ton ancienneté. Tu le sais que s'il y a un endroit où tu as une chance d'avoir une permanence quelque part, c'est le collégial, puis il faut que tu tiennes le coup. Oui, parce que ça peut être très long. Voilà, la décision s'est prise de quitter le musée de la civilisation parce que là, j'arrivais quand même à m'en sortir là, avec la radio et tout ça. Et ben là, bon, ça a été un premier, pas un deuil, mais tu sais, ça a été un premier, bon, ok, ça, je laisse ça de côté, je me consacre à l'enseignement et à la communication média. Mais c'est sûr que le Décide-moi dimanche m'a apporté après ça, on passe à l'histoire avec Chantal Lamarre, là, j'ai commencé à participer à d'autres émissions de radio, des émissions de télé. Tournage télé aussi, j'ai commencé à participer à des bulletins de nouvelles quand il y avait des découvertes archéologiques. On y avait avec l'Égypte au départ. Ben oui. Fait que là, ma vie venait... Là, je devenais historienne à tout faire, ce que je suis encore. Au départ, c'est sûr, quand on était à l'université, on a un snobisme par rapport à ça, en disant non, moi je ferais jamais ça, je me suis. Non. Toi, tu l'as jamais vécu comme ça, tu l'as jamais ressenti comme ça? Parce que je savais qu'avec des chroniques de 12 minutes, j'allais loin dans les sujets, puis que je me faisais une culture générale qui enrichissait énormément mon enseignement. Les liens que j'arrivais à faire entre les époques, que ce soit à l'université, des fois les étudiants étaient comme, mais comment ça qu'elle connaît ça, puis qu'elle fait des liens avec ça. Je m'en rendais compte à quel point ça m'enrichissait de faire des recherches de fond pour la radio sur des sujets, écoute, de l'île de Pâques à Garibaldi, je veux dire, je couvre très large. Et ben c'est ça m'amenait d'autres offres, d'autres opportunités. Et sauf que tu sais, quand tu travailles en télé, il y a beaucoup de recherche qui vient en arrière aussi. Donc c'est ça, c'est que la recherche pour la thèse passait quand j'avais plus de recherche à faire pour les médias, pour mon enseignement. Donc là... il restait un mince pourcentage je le faisais. De temps, Mais c'est sûr que je commençais à stresser. Je me disais, oh, ça retarde. Et là arrive la catastrophe numéro 1. L'archéologue principal qui fournissait beaucoup de mes recherches, que j'avais rencontré dans un colloque en Italie d'ailleurs, meurt assassiné au Caire. Alors là, il y a, vu que je faisais avancer la science historique par ces découvertes archéologiques, là, j'avais déjà des données qui venaient de tomber. Et puis tu sais, quand tu fais une thèse, même si tu l'étires sur plusieurs années, ben tu sais, le but c'est d'aller chercher les données les plus à jour quand tu rédiges. J'allais toujours rechercher. C'est un peu comme ça aussi que je me tenais à jour dans l'actualité, puis que j'ai développé Historiophile aussi, parce que là j'ai commencé à faire de l'actualité historique. Oui, c'est ça, mais c'était pour enrichir mes cours, mais aussi parce que ma thèse dépendait beaucoup de ce qui sortait. Mais avant que ça sorte en article scientifique, c'était trop long, donc je surveillais les médias de très près. Et c'est ça, mon archéologue principal meurt, et ensuite l'État islamique arrive en Égypte, dans ma région. Donc dans le désert de l'Ouest, dans le désert libyque, les fouilles archéologiques s'arrêtent, les chantiers s'arrêtent, et là j'ai comme fait... Oh! Est-ce que c'est un signe? Est-ce que tu as vu ça comme un signe à ce moment-là? Oui, un peu. En même temps, il se passait tellement de choses autour. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'avais une amie qui était au doctorat avec moi, qui avait arrêté pas un an avant, mais bon, quelques années avant, qui meurt du cancer. Faut dire aussi que la vie te rattrape, alors que je me questionnais sur où est-ce que je m'en vais, parce que c'est sûr qu'on peut se dire, la thèse est plus importante, j'ai tombé les contrats pour finir ma thèse, mais j'avais la chance de vivre, je commençais à vivre à temps plein de mon métier, de ma passion, et j'aimais ça, et j'ai commencé à être assez bonne là-dedans. Je veux dire, je veux pas dire que je suis exceptionnelle, mais je veux dire, après ça, le jour où tu refuses dans les médias, c'est fini, là, je veux dire, ils te rappellent plus, là. Et j'étais très consciente de ça. En même temps, j'arrivais dans un domaine un peu nouveau aussi dans l'histoire, où là, l'histoire se médiatisait de plus en plus, fait que je suis un peu pionnière, surtout pour une femme. Il y avait quelque chose d'intéressant là. Il y a ça, mais il y a le fait que c'est ça. Une de mes meilleures amies meurt d'un cancer fulgurant, très rapide. Puis ça, je dirais que ça a été le début d'un questionnement philosophique très important, où là, je devais mettre en place mes priorités, parce que je peux mourir moi aussi demain matin. Là, j'ai 37 ans, l'âge qu'elle avait quand elle est décédée, donc je viens de la battre. C'est ça. Et c'est sûr que les discussions qu'on a eues avant qu'elle meure m'ont complètement déstabilisée. C'est ce qui fait que je me disais, hey, j'ai poussé sur mes recherches, mais pour mes thèses et tout ça, j'ai voyagé juste pour les études, mais là, elle, son rêve, c'était d'aller en Italie, puis elle est morte avant d'y aller. C'est Franco qui a laissé sa carte mortuaire au Colisée. Faut que je le dise. Franco partait en Italie cet été-là, puis il a fait ça, il a glissé la carte funéraire de mon ami entre deux vieilles roches. Fait que ça a été vraiment comme un événement de plus qui t'a juste
Ben, en fait, qui t'a ça m'a secoué. Oui, ouais, ça m'a remis en question sur pourquoi la vie. Ouais. C'est un questionnement aussi qu'on vit dans la trentaine. Je suis désolée si vous n'êtes pas rendu, vous allez le vivre, comptez sur moi. Où là, on sait qu'on vieillit, on ne rajeunit plus. On a des questions. Bon, moi, il n'était pas d'ordre est-ce que je veux une maison, des enfants et tout ça. Le couple allait, ça, moi, j'étais déjà. Mais justement, j'en profitais pas. Je faisais que travailler, donc j'avais une belle maison. Ben, une maison qu'on continuait à construire et tout ça. J'avais un chum qui est musicien, qui a un horaire atypique aussi. Mais là, je réalisais que je donnais pas de temps à ça et c'était important pour moi. Puis si je mourais demain matin, j'étais passée peut-être à côté du plaisir. Ce qui commençait à arriver, c'est que je travaillais beaucoup, plus la thèse que je voulais pas lâcher. Mais je ne m'amusais plus. Ouais. Alors, deux choses. Il semble que, finalement, ton accomplissement puisse venir en dehors de l'université, déjà. Oui. Je pense que tu en es un exemple vivant, puis je pense que moi aussi, c'est quelque chose dont on a déjà parlé aussi dans d'autres émissions par le passé également. Je pense qu'on peut réussir à trouver aussi un accomplissement en dehors, même que c'est relativement sain d'avoir des activités en dehors de l'université aussi. C'est pas mais le monde idéal, évidemment, si tu es capable de combiner les deux, et je crois qu'en est un très bel exemple aussi, comme tu l'as démontré aussi, tant mieux. Et je crois que tu as un peu répondu à la question indirectement jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'il t'arrive des fois d'avoir peut-être des regrets, de dire est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pu? C'est sûr que, bon, il est arrivé des événements hors de ton contrôle aussi, mais tu sais, d'essayer de twister ça autrement. J'aurais peut-être pu décider de réorienter ma thèse à un moment donné, mais ça aurait probablement impliqué de recommencer à zéro parce que, bon, ça aurait impliqué de changer la direction aussi. Je dis non, mais j'ai lu mon sujet, ça n'a jamais vraiment été dans la ligne de mire. La décision, c'est ça, c'est que tous les facteurs sont arrivés en même temps. Puis, tu sais, l'offre de livre que j'avais, ben là, j'allais avoir un salaire. Ben oui. Éventuellement, quand ce livre sortira. Alors que la thèse, une fois publiée, ben oui, il y a quelques personnes qui l'achètent, mais je veux dire, on s'entend que ton revenu d'auteur, est très bas. C'est pas la même chose. Là, genre, un revenu un petit peu plus intéressant. Mais c'est pas le revenu, c'est le fait que, encore une fois, c'est comment amener les dernières recherches scientifiques vers le grand public. C'est vraiment ce qui est devenu ma ligne directrice de carrière, c'est que je suis au milieu. Je vis dans le milieu universitaire, mais je vis dans le grand public et là, j'essaie d'arrimer les deux, d'amener la recherche scientifique aux enseignants secondaires, au grand public, mais aussi d'amener le milieu universitaire à réaliser les réalités de ce public-là. Vous voulez vous faire entendre, vous voulez vous faire lire, il y a des approches peut-être à aller chercher. J'essaie. Là, présentement, la vie par différents chemins me mène un peu vers ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais tout mettre ça là, puis je vais devenir vidangeuse nue, on sait jamais. Qui sait? Mais en fait, c'est fou parce que je trouve ça le fun que tu sois aussi, posé et calme par rapport à ça, parce que c'est quand même assez tabou. Quand tu commences un doc, puis honnêtement, je pense qu'on mais il y a tellement de monde qui finissent pas. Mais oui, mais c'est ça, c'est justement ça. Il y a tellement de gens qui commencent et qui ne finissent pas, puis c'est pour ça que je voulais t'avoir aussi qu'on puisse en parler, parce que il y a différentes raisons. Il y en a des fois que c'est des raisons juste, physiques, des maladies ou des choses comme ça. Des fois des burn-out, des fois des... Parce qu'à un moment donné, quand tu fais une thèse, t'es à l'âge où il faut... Tu commences à avoir une vie adulte. Il y a plein de choses qui viennent avec ça. Il y en a qui ont des enfants à travers des thèses. Absolument. Il y en a qui ont des cancers ou qui ont des gens dans leur famille. Je veux dire, même moi à l'université, j'ai encore une étudiante, son père est décédé du cancer avant la fin de la session. J'en ai un. Des fois, j'ai des étudiants dont un membre de la famille se suicide en plein milieu de la session. Je veux dire, ça a des impacts. La vie, une thèse, c'est juste un mini aspect de la vie, sauf que l'université fait en sorte qu'on dirait qu'on a l'impression que c'est toute notre vie. Exact. Ce n'est pas toute notre vie. Puis à un moment donné, arrive cette réalité qui te frappe d'une façon ou d'une autre que c'est quoi la vie? Oui. C'est quoi vivre? Parce que si demain matin, on m'annonce que j'ai un cancer puis que je m'en relèverai pas, est-ce que moi, je veux que ma vie ait été définie par une thèse de doctorat? C'est un choix. Il y en a pour qui c'est ça. Oui, et c'est correct. C'est vrai, parce que tu dis c'est une trace que tu peux laisser. J'ai prouvé que mais je moi, suis un chercheur. Mais moi, j'ai pas à laisser cette trace. C'est ça parce que tu peux réussir à le trouver autrement, tu sais. Fait que c'est tout à fait valide aussi de le faire. Mais j'ai pas non plus besoin d'être connue. Tu sais, là, la vie fait que ça l'est, mais la grosse réflexion philosophique que j'ai eue aussi, c'était que c'était même pas nécessaire. Ouais. Et là, on peut se poser la question, est-ce que la thèse va te rendre connue aussi à la base? Là? c'est une autre combien de gens font... Puis il y en a, tu sais, je veux dire, je travaille à Aujourd'hui l'Histoire à Radio-Canada, puis ils disent des fois, la personne qui est sur-spécialisée dans un sujet n'est pas la meilleure personne pour le vulgariser au grand public. Des fois. Parce que des fois, les gens disent, hey, pourquoi vous m'invitez pas? Puis ils le font, puis...
le résultat est... Parce que faire du grand public, faire du média, c'est une job en soi. C'est une formation en soi. Ça demande des compétences qui sont bien au-delà de la recherche universitaire et bien au-delà de la thèse. On peut être un très bon chercheur, un très mauvais prof, un très mauvais vulgarisateur. Il y a ça aussi. Puis je veux dire, quand on est à l'université, c'est qu'on idéalise ce milieu-là. On se dit, moi, je vais être un grand chercheur parce qu'on a une idée un peu vague de ce que ça doit être. Puis souvent, on regarde le prof, on le voit une fois par semaine en classe. On réalise pas que dans la vie, c'est un trou de cul des fois qui traite les gens comme de la merde puis qui est détesté de tout le monde. Dans d'autres cas, on réalise pas que ces gens-là détestent enseigner. Puis pour eux autres, c'est un stress à chaque fois qu'ils arrivent devant une salle de classe. On a tendance à être tellement nombriliste à l'université qu'on oublie tout ce contexte-là. Mais maintenant, moi, ce que je trouve d'intéressant quand même, c'est que des fois, je revois de mes profs d'université à l'Université Laval qui viennent me voir dans des colloques. Ben, j'en fais aussi encore, c'est ça. Parce que là, on m'invite pour ce lien-là. Ben oui, voilà. Puis je fais encore des conférences qui peuvent être très scientifiques. Je vais être au rendez-vous d'histoire de Québec au mois d'août où je vais parler de comment on travaille avec l'histoire dans les médias maintenant dans l'ère de l'instantanéité ou dans l'ère de la nouvelle. C'est ce que je fais, tu sais, je veux dire, c'est comme une branche qui n'existe pas, il faut que je trouve des termes même, il faut que je donne des définitions. C'est tout un... C'est ça, c'est qu'on a tendance à voir ça, c'est ça, avec notre petit nombril, puis l'université a tendance à nous enfermer dans cet univers-là où on pense qu'il y a juste une avenue aussi. Non, je sais, Jurassic Park, que t'aimes tellement, qui est ton film préféré, la vie trouve toujours son chemin. Et des fois, ben, même si tu dis, je m'en vais là, je te garantis qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu n'iras pas là. Je le vois même chez des étudiants au cégep qui ont des plans là, très clairs dans leur tête, puis quand ils finissent avant de rentrer à l'université, ça a changé complètement pour différentes raisons. C'est quand on n'a pas la souplesse d'accepter la vie pour ce qu'elle est, qui va faire en sorte que les gens font des burn-out au doc, que le doc mène à la dépression, que le doc mène des fois à des tentatives de suicide. Et c'est triste. C'est tellement triste parce que c'est juste un aspect de ta vie, puis tu sais, de l'avoir complété ou pas, honnêtement, quand tu regardes les perspectives d'embauche aussi, si tu mets toutes tes œufs dans le même panier, ben c'est ton choix. Ça peut marcher. Ça peut marcher, aussi, mais on s'entend que c'est une minorité. Puis je veux dire... Puis tu sais, en fait, tu l'as mentionné aussi d'une certaine manière, et je crois que le fait que tu la termines ou pas, en fait, et des fois j'en parle avec des amis, des collègues aussi, qui sont passés par le doc, qui sont encore au doc ou qui ont terminé, et qu'ils se disent, ben là, donc, qu'est-ce que je fais? Mettons que ben c'est ça, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai des collègues, tu sais, qui... moi, je vis à temps plein d'histoire, mais j'ai beaucoup de collègues qui, tu sais, j'en suis même allé jusqu'au postdoc parce qu'ils espéraient que ça puisse les mener vers des postes. Puis des fois, ils sont même rendus dans des processus d'embauche de profs d'université, puis ils les ont pas eu, parce que souvent, on préférait un prof venant de l'étranger. Oui, ça devient une game aussi. Dans les universités québécoises. Et puis, tu sais, il y a ça, à un moment donné, peut-être que vous allez vous dire, ben, je pourrais avoir une offre en France, mais là, j'ai un chum, ça marche, ou j'ai des enfants. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on ne poursuit pas cette espèce de supposé, j'aime bien le mot, je vais le dire, supposé, ligne parfaite, qui mène aux profs d'université. Même ceux qui l'ont suivi vont dire, ben tu sais, ma ligne n'est pas si parfaite que ça. Puis des fois, c'est une fois qu'ils ont atteint ce qui était supposé être la perfection, ils s'assoient et font comme... Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Puis ça, c'est des remises en question des fois qui sont peut-être un peu plus violentes. Une fois que tu as le poste, tu as le salaire, puis que tout le monde te regarde en disant, waouh, t'es chanceux, puis toi, t'es comme... Parce qu'il y en a là, qui, au bout du compte, sont pas toujours heureux. Il y en a oui, qui trouvent leur compte, puis c'est comme, tant mieux, fantastique, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est aussi, je dirais, je pense que la discussion qu'on a eue aussi nous fait réaliser aussi, et c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres personnes aussi, de se dire qu'effectivement, aussi au doc, bon, si tu décides d'aller jusqu'au bout du processus, oui, tu as accumulé des connaissances, tu deviens, spécialiste dans un domaine, dans un truc, mais au-delà de ça, tu as aussi des compétences. Et ces compétences-là, tu as su les appliquer ailleurs. C'est un peu ça. Puis c'est ça aussi d'essayer de te rendre compte que, mais je peux... regardez, là, j'ai étudié ce sujet-là, mais c'est 6 ans, par exemple, de thèse ou autre que j'ai fait, ne se limite pas à des connaissances que j'ai accumulées. Il y a aussi beaucoup de compétences, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient de vulgarisation, qu'elles soient de révision, de recherche. Il y a énormément de choses là-dedans comme ça qu'on peut appliquer dans d'autres domaines après aussi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas nécessairement quand on est au doc, mais que finalement on se dit, ben oui, mais c'est des compétences qu'on peut vendre dans plein d'autres jobs après aussi, tu sais. Suffit de... Il faut être capable de se vendre. Capable de les vendre, puis il faut aussi que les employeurs le voient. Parce qu'il y a des préjugés favorables au doc, il y a des préjugés défavorables. Ça, aussi. Tu sais, des fois, les gens qui ont complété une thèse, qui veulent enseigner au cégep,
passent moins bien les processus d'entrevue, pas parce qu'ils sont pas bons, mais on se dit, c'est même pas juste une question de salaire, on se dit qu'ils vont être trop surspécialisés. Puis je le vois, des fois quand je prends des stagiaires, des choses comme ça. Tu sais qu'ils ont été surpris à mon entrevue aussi. Je au Cégep Garneau, donc, quand j'ai passé mon entrevue, puis ils m'ont dit, après, un des commentaires, j'ai eu, on a été surpris. On s'attendait pas à ça le docteur, justement. Tu n'as pas le profil type, mais c'est quoi le profil type du docteur? Il y a eu un profil type, je pense, à un moment donné. Présentement, je veux dire, même les universités sont obligées de revoir ce qu'ils vendent comme produit aussi quand ils disent faites un mémoire ou un doc et pourquoi vous allez le faire. Exact. Je veux dire, nous à Sherbrooke, le type de cours qu'on offre au bac, c'est maintenant plus pratico-pratique. Evelyne, on fait un jeu. Non! Ça va être très rapide, efficace. C'est la jarre du désarroi. Oui. Alors, c'est des petites... C'est comme le gouffre des puanteurs dans la bibliothèque. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus agréable, du moins j'espère, et moins salissant. Donc, l'idée, c'est de piger une petite boulette et j'ai écrit des mots, des choses, et en fait, qui sont en lien avec la thèse, mais qui peuvent être en lien avec bien d'autres choses aussi, je pense, qui vont faire un pont avec certains éléments qu'on a mentionnés. Désarroi? Parce que on est vraiment dans l'angoisse, dans le désarroi, dans plein d'éléments qui peuvent occasionner ce genre de truc lorsqu'on fait une thèse ou qu'on arrête de la faire pour différentes raisons. J'ai vaincu ça. Ben justement, mais avec le mot que tu vas nous lire ici, que tu vas piger, on va pouvoir en jaser un petit peu en quelques instants. Qu'est-ce que c'est? Comparaison! C'est cool, ça. Comparaison! Moi, ça tombe bien. T'as-tu juste mis que des mots comparaison? Tu t'es dit, Evelyne, non, faut qu'elle parle de j'ai vraiment... C'est fun parce que tout le monde trouve, disons, une espèce de... un écho avec ces mots-là dans leur vie. Donc, toi, qu'est-ce que ça évoque chez toi par rapport à ce que ce soit l'univers doctoral ou au-delà de ça? En fait, c'est que là, dans les médias, on me compare à des gens qui sont docteurs. Et il y a des gens qui, pour me discréditer, vont utiliser ça contre moi, mais en même temps, pourtant, quand mes gens m'embauchent encore, pourquoi? C'est qu'ils disent le titre nous intéresse peu, c'est la qualité de ce qu'elle fait. Fait que tu sais, ça va faire une décennie quand même que je suis dans l'univers de... ça va faire 15 ans j'enseigne aussi à l'université, quand même. Mais que j'écris, que je fais des médias, puis que j'essaie quand même d'amener une approche scientifique dans mon médiatique. Fait que quand je te dis j'ai moins à prouver, c'est que même s'il y a des gens qui font ces comparaisons-là, il y a des gens qui aiment mon approche. Il y en a qui l'aiment pas aussi. Ça fait partie de la vie. Mais la comparaison, tu sais, je veux dire, bon... Tu considères, toi, que je vaux moins parce que j'ai pas fini une thèse. Toi, tu es un être humain exécrable qui traite les autres en les regardant de haut. Présentement, je me sens pas très défavorisée par rapport à toi. Tu sais, quand je dis des fois d'avoir peut-être... À un moment donné, la vie nous rentre dedans, puis on s'assoit, puis on fait, tu sais, un grand ménage, c'est une grande liberté. D'être capable de s'affranchir de ça, de se dire, moi, je suis ce que je suis, puis je sais pour... le sens de ma vie n'est pas là-dedans. Je n'accorde pas de poids à ça tant que ça parce que au pire je ferai autre chose, mais ma vie ne s'arrête pas à ça. Puis si je meurs demain matin, cette comparaison-là, elle va mourir avec moi. C'est ça. Puis elle va disparaître. Puis l'identité d'historienne meurt avec moi aussi. Le jour où je quitte ce monde, je quitte tout ça. Et ça n'existera plus. Que j'ai écrit des livres, qu'on ait laissé une thèse ou quoi que ce soit, à un moment donné au fil du temps, tout ça est vide, tout ça disparaît. Fait que c'est d'accorder de l'importance à ça, là, puis de commencer à en faire des angoisses, penser ils vont me trouver moins bonne que telle historien parce que lui, il a une thèse, j'ai plus ce poids-là. Je suis ce que je suis, je fais le mieux que je peux. Ça plaît, tant mieux. Si ça plaît plus, je ferai autre chose. C'est une très belle philosophie. Je pense que ça prend beaucoup de, disons, un parcours et beaucoup de... Un peu de vieillesse. Oui, mais une certaine sagesse aussi, non, ne serait-ce que pour être capable de sortir de ça, parce que moi-même, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisses qui viennent des fois du doc ou des fois du milieu de la critique cinématographique aussi, dont je fais partie. Puis justement, je suis dans la vulgarisation et dans le milieu scientifique en même temps, et d'un côté comme de l'autre, tu vois des trucs, des fois tu te dis « Ah, mon Dieu, mais c'est fantastique, pourquoi moi je fais pas ça, tu sais ou des fois justement, de l'autre côté, tu reçois certaines critiques, tu dis « Ah ouais, mais... » on est toujours comparés, finalement. Puis mais les gens veulent nous critiquer. Il faut comprendre ça. Je veux dire, des fois, il y en a qui le font avec des dessins machiavéliques qui ont vraiment un objectif terrible. En le faisant, ils espèrent que tu as découragé tout ça. Dans les médias, compter sur moi, c'est fréquent. Mais qu'est-ce qui te donne raison? C'est les gens qui vont acheter tes livres, les gens qui vont lire tes articles. Je veux dire, moi, les gens à la radio me suivent. On peut regarder mes pages Facebook pour voir que je pense pas que ça pèse tant que ça dans la balance que j'ai fini
finis ou non la thèse présentement. Là, je veux dire, les gens suivent ce que je fais parce que mon approche, mon originalité à moi. Il y en a qui détestent ça, c'est correct aussi, on peut jamais plaire à tout le monde. Ben non, effectivement. Mais il faut accepter que la critique, c'est quoi? Souvent, c'est un miroir. Les gens qui nous critiquent, ce sont eux qui sont angoissés puis qui sont dévalorisés, se sentent dévalorisés, fait qu'ils tapent sur les autres. Puis ça, ça, oui, je pense qu'on en entend, oui. Il est temps des fois que les gens s'arrêtent et fassent comme, OK. Puis surtout, quand c'est bien fait, il y a des critiques constructives très bien faites, c'est correct. Des fois, ça nous fait avancer. Mais quand c'est juste pour taper sur un clou, c'est des gens qui sont malheureux dans une sphère de leur vie, puis ça leur donne l'impression qu'ils ont un certain pouvoir de pouvoir t'amener à te sentir moins bien. Fait que, ils gagnent le jour où t'angoisses. Si tu refuses ça, tu as le droit de dire, moi je refuse ça. Cette critique-là, j'ai le droit de refuser une critique aussi. J'ai le droit de dire, j'en veux pas de cette critique-là, je ne suis pas ça. Complètement. Et quand tu t'affranchis de ça, la personne a perd son pouvoir de diminuer, son pouvoir de dédain ou son pouvoir de dire, je suis meilleure que toi parce que je fais telle affaire, je vais te critiquer, puis là je vais voir dans ton regard ce sentiment d'angoisse que je vis tellement en moi, mais je vais l'envoyer vers toi. Des fois c'est inconscient quand les gens font ça, mais c'est s'affranchir de ça, puis juste de dire tout ça au bout du compte, c'est de la poussière. Voilà. Je vais citer Margaret Atwood. At the end, we all become stars. Voilà. Sortons du joug de la comparaison. Et sur ce, Evelyne, trinquons. Avec nos tasses vides. Avec nos tasses vides, il ne reste plus rien dedans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à l'émission. Ton cas le plus atypique, mais on aime ça. Il n'y a pas un seul parcours qui se ressemble. Merci. C'est plaisir.